Oui, merci. Bon, bah écoutez, puisque maintenant on a un petit peu les axes principaux de ce que peut faire l'entreprise, on va reprendre, donc maintenant on va passer à la pratique et on reprend donc l'entreprise AMP qui quand même va nous expliquer comment on passe de la mécanique générale, c'est-à-dire on est en train de faire de la chaudronnerie ou de l'ajustage ou de l'usinage, on dit c'est de la mécanique générale, et d'un coup on se retrouve dans la biomasse. Voilà un petit peu l'innovation d'une toute petite entreprise de 15 salariés en Eure-et-Loire qui aujourd'hui fait parler d'elle même au niveau régional. Alors comment on passe de cette phase-là à... Ça a été une démarche qui est née en 2008 à la suite d'un projet qu'on s'était déterminé à vouloir mettre en place, c'est-à-dire de pérenniser l'entreprise. Et pour la pérenniser, il fallait absolument qu'on trouve le produit qui nous permette d'être un peu différent. Suite à ça, nous avons rencontré nos clients, et en particulier Safran, qui est à sa place en France, je crois, et dans le monde, et qui nous a demandé d'être force de proposition sur leurs produits, auxquels nous étions aussi des créateurs, puisque nous créons aussi les caisses de transport, entre autres pour la 380. À cette force de proposition, nous leur avons demandé s'ils avaient des axes déterminés. Nous leur avons dit, écoutez, nous, le custom, on va vous le laisser. Les savoirs techniques, c'est les vôtres, puisque c'est vos pièces. Mais le gros problème dans l'aéronautique, c'est le poids, c'est la masse. Donc pour ça, on a travaillé en réfléchissant sur éventuellement remplacer ce qui est aujourd'hui les aluminiums, les aciers, voire le bois, par un composite. On n'avait pas d'idée particulière, et c'est à la suite d'une visite au GEC, au salon du composite, on s'était dirigé tout naturellement vers le carbone. Je ne vous donne pas le prix du carbone, c'est pratiquement intouchable, à notre niveau toujours. Et dans l'anonymat de ce salon, il y avait quelques postes, des gens qui travaillaient sur le composite végétal. Alors, tous les composites possibles, les orties, le lin, le chanvre, et entre autres la banane et autres. C'est sérieux, la banane. Donc nous sommes sentis sensibles sur le produit, nous sommes intéressés, et nous avons trouvé le moyen d'associer le lin à de la résine de pain en particulier. Suite aussi à quelques associations côté Coca-Cola. Donc nous avons essayé de travailler sur ce produit-là, et nous sommes arrivés à des résultats qui étaient fort intéressants, puisque en travaillant en parallèle avec l'ECAP de Rouen, l'université de Rouen, qui est justement très installée sur le biosourcé, nous avons déterminé un produit. Et nous avons travaillé aussi sur tout ce qui est le tissu et aussi le teillage. Mais une question, mais sincèrement, vous êtes une petite entreprise et toujours avoir une unité de recherche-développement, ça paraît toujours accessible qu'au grand groupe. Ça ne vous a pas fait peur de dire, moi je suis une petite entreprise, je me lance dans quelque chose qui... On peut avoir peur de tout. Hein. On peut avoir aussi peur de la situation économique d'aujourd'hui. On peut avoir peur de tout ça. Hein. Mais ce qui est important, et c'est vrai que là c'est difficile, c'est lever la tête du guidon quand on est chef d'entreprise ou responsable d'une entreprise, et de se dire à un moment donné, tiens, on va aller faire un petit tour, 4 heures, c'est pas grand-chose des fois, et d'aller dans un salon et de se regarder ce qui se passe chez les autres, ou voir ce qui se passe dans le monde entier, puisque certains salons aujourd'hui sont mondialisés. Donc c'est grâce à la Chambre de commerce et d'industrie, là je les remercie, qui m'ont dit à un moment donné, lève la tête, Nicolas, regarde un peu ce qui se passe, ce que l'on a fait. Et là, on a eu un soutien quotidien, avec entre autres Valbium, qui est la filière, qui nous a mis le pied à l'étrier. Et derrière, ce qui est fort aussi, c'est Oseo, qui nous a vraiment mis en relation avec le côté économique, mais aussi le développement. Est-ce que ça a des répercussions sur l'organisation même de votre entreprise? Ah, grosse difficulté. L'entreprise aujourd'hui, gérer le quotidien et le développement, c'est très difficile. Très difficile puisqu'on ne peut pas demander aux gens du quotidien de faire le double de travail, ils sont dans leur job. Donc ça veut dire que s'associer avec l'extérieur, et entre autres les organismes, nous a permis justement de pouvoir être un petit peu décalé par rapport à la production. Et ça a été vraiment un déroulement assez
alors je ne vais pas dire facile, parce que ce n'est pas vrai, assez confortable du fait que nous étions dans une démarche soutenue par la Chambre de commerce, je reviens, mais aussi tout ce qui était dans le quotidien de gens disponibles. Et ça, c'était très intéressant. Par contre, ça demande beaucoup de temps, ça demande beaucoup d'années. Ça vous a pris combien d'années d'ailleurs entre le moment où vous avez fait la visite à sous-salon et On est passé aujourd'hui de 2008 à aujourd'hui pour être en pré-industrialisation. Et le produit va être actuellement en pré-industrialisation? Oui, on est en train de travailler sur justement les postes de travail pour ça. Ok. Et donc nous avons créé un poste d'ingénieur grâce excusez-moi, au programme Ardent qui nous a permis justement de pouvoir avoir un ingénieur pendant 6 mois au tiers du prix et de pouvoir permettre derrière de pouvoir l'embaucher, ce qui a été le cas. Donc on a développé et aujourd'hui nous sommes en train d'être d'une formation, formation auprès de nos opérateurs et donc nous avons créé 2 postes. Et vous pensez donc en phase d'industrialisation, vous allez encore créer d'autres choses? Ben, on est sur un autre produit effectivement qui sera 100% biosourcé, oui. Là on est à 85% biosourcé. Nous travaillons donc avec le lin derrière chez nous, hein, c'est en Normandie, désolé. Nous travaillons aussi avec la résine, mais elle vient du sud-ouest, pas de chance. Mais tout vient de France ou... Mais tout vient de France. C'est un produit 100% français pour remplacer justement tout ce qui est aluminium et bois sur nos caisses de transport. Okay. Donc on est en gain de masse aujourd'hui. Nous avons réussi sur certains produits à économiser jusqu'à 45%. C'est énorme. Et c'est de l'argent. C'est beaucoup d'argent, surtout pour le transporteur. Il faut savoir qu'une caisse aujourd'hui qui part du Havre et qui va à Shanghai, pour le projet C919, d'ailleurs, le futur projet de la 320 chinois, c'est l'ordre de 14 000 € pour transporter cette caisse. Si on arrive à faire descendre les coûts, on les descendra au moins de 3 500 €. Donc pour vous, c'est une question presque de survie, j'allais dire. Non, c'est surtout pour le client. Le prix de l'autre côté. Le client est très heureux de cette situation. Maintenant, il faut qu'il soit en acceptation du produit pour le définir. Donc là, pas mal de tests se sont passés. Donc certains produits sont partis à Abu Dhabi pour les essais de climatisation. Et surtout de se retrouver dans une situation la plus inconfortable possible, de façon à ce que le produit nous revienne en ayant les critiques nécessaires. Et c'est pour ça que les Caps de Rouen nous a permis justement de chercher le faux pas possible. Et donc, on a très bien travaillé avec eux. Mais s'associer avec ces gens-là, c'est très important. Eh bien, Monsieur Chartois, de votre côté, c'est plutôt une histoire de 65 ans. Oui. Alors, c'est quoi cette poulie Redex qui a révolutionné l'entreprise Redex? Eh bien, la poulie est née d'une innovation majeure. C'était peu après la guerre. Et cet inventeur génial a introduit du plastique dans un ensemble mécanique. Et à l'époque, c'était iconoclaste. C'était osé d'introduire ce clavetage dans un produit qui était censé, enfin qui est aujourd'hui, que nous produisons encore, qui est censé transmettre une puissance importante. Et donc, cette solution très innovante est née il y a 65 ans et perdure encore aujourd'hui, puisque... C'est-à-dire l'innovation d'il y a 65 ans est la même toujours? Oui. Et vous continuez à innover autour? Oui, plus exactement. Cette poulie Redex, on en vend encore, mais c'est un produit en extinction. Il est en fin de vie. Mais cette innovation qui a permis de sortir la poulie Redex, nous l'exploitons aujourd'hui encore sur d'autres réducteurs, sur d'autres ensembles mécaniques, qui n'est pas la poulie Redex, mais qui permet de transmettre, là encore, la puissance entre des engrenages. Et donc, cette innovation importante, elle est tombée dans le domaine public, bien sûr, puisque le brevet a été déposé, hein, mais on continue à l'exploiter. Et autour, donc vous êtes aujourd'hui à combien de brevets? Parce que vous c'est l'invention autour de l'innovation, comme on disait tout à l'heure. Oui, l'innovation, c'est un des 3 axes stratégiques. Hein. La société a développé d'autres produits, a aussi acheté d'autres sociétés pour pénétrer d'autres marchés. Les produits que vous voyez au milieu de l'image, là, ces réducteurs de vitesse, sont nés il y a 12 ans, il y a 12-13 ans, au début des années 2000. C'est relativement récent. Ce sont des produits
qui ont un très bon rendement. Et ce qui est visé derrière, c'est la construction de machines-outils où on peut faire des gains d'énergie. Des gains d'énergie dans la transmission, parce que le rendement est très élevé. Et il n'y a pas de perte de frottement dans ces ensembles mécaniques, ce qui contribue à faire des ensembles, des machines-outils vertes, en quelque sorte, puisque la consommation d'énergie électrique sera moindre sur ces machines. Et comment, aujourd'hui, vous êtes quand même leader européen sur votre secteur. Et qui est en face de vous en termes de concurrence sur ce marché, par exemple? On n'est pas tout à fait leader. Ouais. Nos concurrents sont allemands. Et on se bat à armes non égales avec des Allemands. Parce que? Il y a plusieurs facteurs, plusieurs freins à cela. Les freins réglementaires, les freins sur la fiscalité, le droit du travail. Il y a plusieurs domaines qui font que les Allemands ils ont un avantage concurrentiel sur vous par rapport à ça. C'est ça. Nos marges en France, et en particulier chez Redex, sont plus faibles que nos concurrents allemands. Mais nous avons néanmoins un atout, je dirais notre intelligence collective. Il se fait que nous avons de bonnes écoles en France. Il y a un esprit, je dirais, un esprit rebelle en France qui est propice à l'innovation, parce que on a le désir on est un peu révolutionnaire, et donc le cadre qui nous entoure, foncièrement dans notre ADN, on a le désir de faire différemment, et tant mieux, c'est propice à l'innovation. Okay. Donc en termes de progression au niveau de vos brevets, face aux Allemands, vous êtes quand même dans le coup, vous n'êtes pas... Oui, nous avons des bureaux d'études. Nous faisons la conception, la fabrication, l'assemblage et la vente de ces produits. Nous avons la prétention de vouloir maîtriser notre avenir, et cela grâce à la présence des bureaux d'études. Et nos bureaux d'études, puisque je vous ai parlé de 2 lignes de produits, travaillent avec les bureaux d'études de nos clients. Donc, nous sommes en amont des processus de vente. Et travailler avec les bureaux d'études permet d'être à l'écoute, de coller aux besoins du client. Et le nec plus ultra, c'est même de devancer les désirs du client. Donc cela suppose... Donc vous êtes avec monsieur Ménez sur la même longueur d'onde à ce niveau-là. Exactement. Et en termes de formation et de main-d'œuvre dans votre secteur, est-ce que vous en trouvez assez ou pas pour poursuivre votre développement? Non, c'est une difficulté. C'est une difficulté, mais effectivement, il y a des difficultés de recrutement chez nous, mais pas forcément dans l'innovation. Je me tourne vers la force publique pour dire que nous avons des difficultés, oui, pour trouver des personnes pour travailler dans nos ateliers. C'est un problème majeur de trouver des gens qui veulent s'impliquer dans les travaux de conduite de machines, d'assemblage. Donc de quelle catégorie de formation? Bac Pro, BTS, IUT, mais aussi Bac Pro, je reviens, la conduite de machines. Ce sont des choses qui étaient peut-être simples il y a quelques années, il y a 20 ans, 30 ans, mais aujourd'hui on est des machines qui ont 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 axes. Nous avons un Senonches. Est-ce que la formation est adaptée ou pas? Parce que vous n'avez pas de main-d'œuvre, mais est-ce que ça veut dire que la formation n'existe pas, ou c'est parce qu'il n'y a pas assez de personnes qui vont vers ces formations? C'est d'abord un problème culturel, un problème d'orientation. Les écoles ferment parce qu'il n'y a pas de candidats. Mais on trouve encore aujourd'hui un milieu pour former, mais la source se tarit au niveau de l'affinité pour travailler dans les ateliers. Et pourtant, nous avons des ateliers où on peut manger par terre. Nous travaillons presque en gants blancs. Nous travaillons dans des salles climatisées. Nous travaillons avec un confort qui est indéniable. La moyenne d'âge de nos entreprises, de nos salariés, c'est 48-49 ans. Et l'ancienneté est de 18 ans. Ça veut dire que quand on embauche quelqu'un, on fait tomber la moyenne, mais on l'emmène jusqu'à la retraite. Les gens ne nous quittent plus parce qu'ils se plaisent là où ils travaillent.
Est-ce qu'en termes de brevets, vous êtes toujours dans cette démarche Oui. de J'avais lu que c'était un brevet tous les 2 ans. Tous les 2 ans, à peu près. Toujours, Oui. cette moyenne est maintenue ou... Oui. Et il n'y a pas Nous eu sommes d'accélération en 65 ans de taux d'invention, Si, d'innovation il y a eu chez nous? Alors, il y a eu des périodes un petit peu plus favorables. Il y a des périodes un peu moins propices au dépôt de brevets. Mais nous ne déposons pas toujours les brevets, car un dépôt de brevet nous expose à la copie. Et nous ne savons pas ce qui se passe en Asie. Donc, nous préférons être discrets. Et il y a des choses nouvelles que nous créons, que nous mettons en œuvre, mais que nous ne publions pas. Quel est le marché en croissance actuellement? Parce que 90% de votre production est à l'export. Quel est votre marché qui se développe le plus actuellement? De manière ponctuelle, depuis un an et demi, on peut dire les États-Unis. L'Asie a tempéré un peu sa croissance. Donc on a vendu un peu moins de machines en Extrême-Orient ou en Asie. L'Italie, l'Espagne semblent montrer un redressement en ce moment. Donc là, je vous réponds à une échelle de quelques mois. Ouais, tout à fait. La crise, nous l'avons connue, bien sûr, comme tout le monde. Notre chiffre d'affaires a diminué, mais nous avons trouvé des relais de croissance par l'innovation et en nous tournant de nouveau vers nos clients et en proposant des choses nouvelles. Notre intérêt, il est dans la séduction par l'intelligence, dans la proposition d'idées techniques. Nous sommes beaucoup sur la technique. Merci. Eh bien, Monsieur Ledru, puisqu'on parle de crise, l'artisanat est au premier plan de cette crise et qu'aujourd'hui, la toute petite entreprise qui est l'artisanat. Alors, comment vous vous êtes réunis entre artisans et sur quelle base vous avez décidé que Synergie allait se réunir? Alors, historiquement, le projet remonte quand même à pas loin de 2006-2007, donc ça fait un petit moment qu'on est sur un projet de regroupement. L'idée au départ, c'était de se réunir plus sous forme associative. Le noyau de Synergie était dans une association qui s'appelle les Artisans pour la Maison écologique, qui avait été déjà à l'époque initiée d'ailleurs par la Chambre de métiers d'Eure-et-Loir, qui avait essayé de fédérer un certain nombre d'artisans, tout corps d'État confondus. Si on fait un petit saut dans le temps, on s'est rendu compte que la forme associative n'était pas la bonne forme pour répondre aux attentes des clients. Et on devait trouver une autre forme. Donc il y avait plusieurs formes possibles, entre le GIE, enfin un certain nombre de formes, et la forme coopérative qui correspondait pleinement à la fois à notre état d'esprit et ce qu'on était en mesure de proposer à des clients. Donc à votre niveau, il y a 2 innovations, c'est-à-dire il y a l'innovation organisationnelle du fait que vous avez créé une coopérative pour réunir les artisans qui sont complémentaires pour offrir ce qu'on appelle une offre globale. Exactement. Et vous avez donc une innovation sur le plan produit, puisque vous avez donc pris le segment éco-construction. C'est exactement ça. On a couplé les deux. Donc il y a la forme organisationnelle où on est structuré maintenant pour offrir une offre globale, et aussi la maîtrise de chacun dans nos métiers de tout ce qui compose une éco-construction ou une éco-rénovation. Et qu'est-ce que ça vous a rapporté le fait de se réunir? Est-ce que c'est plus de force? Alors, en fait, il y a un triple objectif. Un, il y a la volonté de travailler ensemble, parce qu'on se connaît, on sait chacun comment travaille l'autre, on est capable de communiquer facilement et de faciliter l'avancement d'un projet. Il y a aussi une attente du client, on y revient. Je pense que là, il y a un point commun entre tous nos projets. Là, c'est le fil rouge, oui, tout à fait. C'est qu'aujourd'hui, le client, il a envie de simplicité, il a envie de quelque chose de globalisé, d'avoir un seul interlocuteur, d'avoir un seul planning, de ne pas avoir à gérer des interfaces entre des métiers. Donc nous, notre structure nous permet ça, d'avoir quelque chose de beaucoup plus simple, clé en main. Et tout ça, c'est accéléré aussi par un contexte réglementaire qui accélère tout ça, puisque du coup, l'éco-conditionnalité aujourd'hui, toutes les aides publiques sont conditionnées par l'offre globale et l'augmentation de performance globale d'une rénovation, ou surtout d'une rénovation d'ailleurs. Est-ce que lorsque vous êtes 15 professionnels de corps de métiers différents, mais quand même, certes, il y a apparemment 5 maçons d'entre vous, est-ce que la notion de concurrence dans cette organisation joue? Est-ce qu'il n'y a pas rivalité? Comment vous arrivez à gérer les 5 maçons, par exemple? C'est complètement tout l'inverse, en fait.
C'est l'esprit coopératif au sens étymologique du terme. C'est que les maçons ne sont pas les uns contre les autres, mais au contraire, ils sont plus forts en étant ensemble. Un, en pouvant partager leur savoir-faire, parce que parfois, il y en a qui vont mieux maîtriser un mode constructif qu'un autre, qui vont s'apprendre mutuellement. Deux, en pouvant attaquer des marchés potentiellement plus gros, là où deux maçons de taille pas forcément trop importante ne pourraient pas concourir à un marché. Les deux ensemble, regroupés sous l'entité Synergie, peuvent participer et répondre à ces marchés. On est complètement à l'inverse. On est dans le faire ensemble pour faire plus et mieux. Est-ce que, ça, en termes de création d'emplois, le fait de se regrouper est un facteur, parce que c'est que quelques mois que vous êtes rassemblés, est-ce un facteur de création d'emplois? Est-ce un facteur, on dit tout à l'heure, de création de richesse ou pas? Alors, facteur de création d'emplois, c'est ce qu'on souhaite. C'est ce qu'on souhaite, il est encore trop tôt pour le dire. Donc il y a des créations d'emplois qui sont prévues au sein du groupement, donc pour toutes les nouvelles compétences, que ce soit de dessin ou de commercial. Et après, c'est indirectement du développement d'emplois dans nos entreprises, avec le volume d'activités supplémentaires que Synergie doit générer. Donc c'est clairement l'objectif, c'est de pérenniser nos entreprises. Et en termes de part de marché, est-ce que le fait de s'unir vous a élargi vous êtes resté aurélien, ou maintenant vos champs d'action, votre rayon d'action, pardon, est au-delà de l'Eure-et-Loir et en région centre ou pas? Alors ça a augmenté notre volume d'action déjà parce qu'au-delà de la fonction commerciale de Synergie, il y a aussi dans nos entreprises où chacun d'entre nous va apporter une offre globale au lieu d'apporter l'offre de son métier comme on le faisait depuis des années. Donc déjà, on s'apporte mutuellement un volume d'affaires supérieur. Et effectivement, on a étendu notre zone géographique. On couvre toute l'Eure-et-Loir, mais aussi les départements périphériques, on va dire. Beaucoup de 78, un petit peu d'Eure, un petit peu du Nord 45, du 61 sur la partie Perche. Voilà, je pense que tout ce qui est autour de l'Eure-et-Loir. Merci. Je reviens vers M. Ménez. Vous, c'est un produit totalement nouveau. C'est un produit où il y a, pour l'instant, est-ce qu'il y a concurrence ou pas? Alors, ce produit-là n'est pas nouveau. Ah. Non, il n'est pas nouveau. Il existe aujourd'hui dans la batellerie. Seulement, c'est les associations. Oui, mais l'utilisation que vous en faites, voilà. Mais l'association que l'on en fait et les produits que l'on a associés, oui, est nouveau. Oui. De la manière dont le produit aussi est réalisé, puisque nous le traitons par infusion, ce qui n'a plus rien à voir avec les fabrications traditionnelles. C'est une technique qui n'est pas simple, mais qui, une fois en place, nous procure des produits qui sont dans la géométrie souhaitée. Le produit en lui-même, c'est l'idée du lin nous a attirés parce que c'est un produit qu'on peut reconditionner, mais qu'on peut retravailler. On peut aller jusqu'à 7 vies. Alors, quand recycler 7 fois. 7 fois, oui, au minimum. C'est un produit qui nous permet aussi de proposer à nos clients une destruction. Donc, quand vous parlez d'aluminium, d'acier ou de bois traité ou autre, ça leur pose beaucoup de problèmes. Ouais. Alors, je ne vous parle pas des carbones. Donc, aujourd'hui, l'idée du composite, pour eux, dans le végétal, c'est vraiment le produit pour eux futur, pour ce qui est, pour l'instant, de l'emballage. Mais nous travaillons aussi sur des autos et nous avons réalisé des ailes de production. Et vous avez quelques exemples là-haut. Là, c'est une caisse de transport pour la 380. Donc le produit s'appelle Coverline. Coverline, c'est le fameux produit Coverline. Et nous recouvrons notre caisse de composite végétal pour, j'espère, pour 2015. Est-ce que vous arrivez, parce qu'on parlait tout à l'heure de coûts, est-ce que là, c'est vrai que dans votre cas, il y a aussi l'aide publique, enfin la recherche publique qui vous a aidé. Oui. Il y a eu donc l'intervention des chambres consulaires, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, le coût de la recherche peut être intégré dans le prix? Et comme vous avez dit tout à l'heure, le client veut payer moins. Est-ce que vous arrivez quand même à l'intégrer tout en baissant le prix? Alors, deux axes. Le premier, l'innovation. Si on tombe sur le client qui s'en sert comme promotion, oui, le prix, on peut le valoriser. Le deuxième, c'est que lorsqu'on commence à faire du gain de masse comme le souhait de ce que l'on veut faire, c'est aussi un client qui est heureux de transporter moins cher, donc quelque part un produit qui peut être valorisé. Donc ça, c'est un travail commercial.
Mais en attendant, on n'a pas de recul suffisant pour se permettre de penser à ça. Là, aujourd'hui, le sujet, c'est de valoriser et surtout de le proposer et de le faire Connaître. Voilà, le faire connaître, évidemment. Donc dû à des embauches dernières qui sont les commerciaux pour aller travailler sur le terrain, quoi. Merci. Bon, bah là, avez-vous des questions, messieurs, mesdames, dans la salle?